Bonjour. Bonjour, Monsieur Branzoni. Alors, Maître Mathieu Pointu, vous êtes avocat associé chez Akeos, société d'avocats. Adrien Branzoni, bonjour. Vous êtes responsable risque, cybersécurité et fraude. C'est pas anxiogène du tout, très bien. Chez JSA Prado, AXA, un courtier évidemment connu sur notre région. Alors, Maître Pointu, d'abord, c'est la seconde fois qu'on parle au FinMed de levée par ICO. Ou d'ICO, je ne sais pas si levé par ICO, c'est pas redondant d'ailleurs. Non, c'est levé par ICO. Ça n'a peut-être pas trop de sens de le dire comme ça, effectivement. On se refait une définition. Qu'est-ce que c'est qu'une ICO? Une ICO, alors c'est pas tout à fait la même chose qu'une levée en crypto, puisque ça vise exclusivement la première levée, l'Initial Coin Offering, qui est le pendant dans le monde des crypto-actifs de l'Initial Public Offering, des levées de fonds sur les marchés traditionnels. D'accord. L'IPO, ICO. ICO par token crypto-monnaie, IPO, normal. IPO, normal. Avec cette différence près que sur une IPO, on souscrit une action. Sur une ICO, on va acheter potentiellement une diversité de biens et de services beaucoup plus importante, puisque ce qu'on achète avec des crypto-monnaies, ce sont les fameux tokens qui peuvent représenter un petit peu tout et n'importe quoi, si je puis me permettre de le dire comme ça, mais potentiellement des services futurs, si on fait une ICO de préfinancement de production, ou même des tokens equity qui peuvent représenter une obligation, ou une quasi-obligation, une action future. Voilà. La diversité, le champ des possibles est un petit peu plus large sur ce qu'on appelle les ICO ou les autres levées en crypto-monnaie futures que sur une simple émission de levée de fonds classique. Concrètement, ça marche comment? Je m'adresse à qui? Je vais où pour faire une levée par ICO? C'est une très très bonne question. Merci. Concrètement, la liste des personnes à qui on peut s'adresser n'existe pas en réalité, c'est un petit peu flou. Nombre d'ICO se sont faites sans spécialement d'intermédiaire, même si à un moment donné il est nécessaire d'avoir une plateforme pour aller faire le marketing de sa levée, réussir à générer la liquidité sur les éléments que l'on remet. Donc des plateformes d'échange, c'est un édifice en construction, l'ICO, et la levée de fonds en crypto-monnaie d'une manière générale, avec la première pierre à l'édifice qui était une réglementation comptable qui permet de savoir comment, en comptabilité pour la société émettrice, on va traiter tel ou tel token. C'est fait aujourd'hui, c'est un actif Ça c'est quelque chose qui existe. C'est la loi Pacte qui a... la loi Pacte est venue dans un second temps pour apporter quelque chose de plus, apporter une quasi-réglementation, puisqu'elle est non obligatoire mais fortement conseillée, avec en fait en ligne de mire l'idée d'apporter de la confiance, puisque c'est quand même ça qui manque majoritairement dans le monde des crypto-monnaies. Une grosse volatilité, ça tout le monde le sait, une problématique de confiance puisque la majorité, l'écrasante majorité des levées de fonds en crypto-monnaie qui ont eu lieu sont avérées être des arnaques, donc c'était de la pure perte pour l'investisseur. Et donc prenant le sujet à bras-le-corps, le gouvernement nous a pondu cette petite loi Pacte qui a permis de créer un système d'agrément. Un agrément non obligatoire mais fortement conseillé si on a besoin d'aller s'adresser à plus de 150 souscripteurs, ce qu'on appelle du coup le public, mais aussi et surtout, je pense que c'est presque plus intéressant aussi, un agrément pour les prestataires, les intermédiaires qui ont vocation à intervenir sur ce type de levée. Maître, le marché français, me semble-t-il, est moins mature que certains marchés asiatiques ou autres, hein, sans les citer. C'est bien ça. Oui. Pourquoi? Est-ce que ça marche bien dans ces marchés étrangers? Est-ce qu'on commence à avoir un track record qui nous permet de savoir si c'est sûr ou pas? Sûr, on n'y est pas encore. Quel que soit le marché prix, hein, d'ailleurs, qu'on regarde le marché en Suisse, qu'on regarde le marché à Singapour ou ailleurs, l'attractivité de ces places-là est indéniable. On parle de montants levés qui sont colossaux. En 2018, 12 milliards de dollars sur un peu moins de 3000 opérations. Mais, comme j'ai déjà dit, beaucoup d'arnaques. En France, très peu d'opérations. Sur la région? Sur la région, pas que je sache. Mais ça va venir.
Ça va venir puisque, moi j'ai la conviction évidemment que ça va venir. Tout le monde pense que la blockchain c'est un élément disruptif. La crypto-monnaie, cette espèce de création monétaire en marge des États, c'est aussi une source de financement pour les entreprises qui serait dommage de mettre de côté. Une source alternative qui permet de s'affranchir aussi pour un certain nombre d'intermédiaires de contraintes réglementaires assez lourdes. Ça permet de s'adresser à un public un peu différent que simplement une plateforme de crowdfunding. Il y a un effet de levier plus important, puisqu'on l'a vu, on est capable de lever beaucoup très vite en crypto-monnaie. On est aussi capable de rien lever du tout en beaucoup de temps. Ce qui va faire la crédibilité d'un projet et donc son succès futur, ce sera la façon dont on a donné confiance au marché, la façon dont on a montré patte blanche, décrit quel était le projet et en germe expliqué quelle était la viabilité de ce que l'on vendait. D'accord. C'est quelque chose qui va venir. Par exemple, ce que la loi Pacte prévoyait, c'était donc ces fameux agréments que j'ai évoqués tout à l'heure. Agréments donc, qui sont délivrés par l'AMF. Ça devait être fonctionnel en septembre. L'AMF est censé donc étudier en 20 jours ouvrés les demandes de visa sur les documents d'introduction. Donc très très rapide, beaucoup plus rapide que ce qu'elle peut faire en 4 mois sur un appel au public à l'épargne classique. Malheureusement, ça traîne un petit peu, c'est pas encore sorti, ça devait être effectif en septembre, on n'a rien. Pour l'instant, ça va venir parce qu'ils bossent beaucoup, c'est assez complexe, c'est nouveau aussi pour eux, comme pour les investisseurs. Donc le champ des possibles s'élargit, le champ des acteurs aussi, puisque un certain nombre de fonds peuvent désormais investir en crypto. Et je pense que les levées de fonds en crypto, il y a cet aspect fantasmagorique de j'ai réussi à lever X milliards de dollars en quelques semaines. C'est pas par cette fenêtre-là ou par cette porte-là que les choses vont prendre, à mon sens. Ça prendra par des petites levées, une alternative à des levées de fonds d'amorçage ou peut-être à des financements un petit peu plus traditionnels pour aller financer de la croissance, mais des levées un peu plus réduites, aller chercher 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions, pas plus, jusqu'à ce qu'une réelle confiance existe dans ce marché-là qui permettra d'attirer plus d'investisseurs. D'autres choses se mettent en place aussi par ailleurs, notamment la possibilité future annoncée par pas mal de grandes enseignes de payer avec des crypto-monnaies. Donc, ce qui amènera probablement, en tout cas c'est l'idée, plus de personnes à en avoir en portefeuille, ce qui élargit donc le champ potentiel des investisseurs qui mettraient des petits tickets. Très bien. Vous parliez de la blockchain. Ça va nous amener évidemment à parler de cybersécurité. On reviendra peut-être sur l'ICO tout à l'heure. D'abord, y a-t-il une question pour mettre pointu sur les levées par ICO, par crypto-monnaie? Non, moi j'ai une question, maître, pour terminer peut-être et donner la parole à Adrien Moranzoni après. Libra, c'est la crypto-monnaie de Facebook. Est-ce qu'elle va être concernée par ça? Oui, comme n'importe quel autre. On va pouvoir lever des fonds en Libra? On devrait pouvoir, préférentiellement peut-être d'ailleurs avec ce type de crypto, qui, à la différence du Bitcoin ou de l'Ether, est indexé sur un certain nombre d'autres actifs plus traditionnels qui sont censés apporter de la stabilité au cours. Donc ça peut être un outil intéressant. On va voir comment peut-être le Libra en particulier sera traité, puisque ça génère une levée de bouclier au niveau institutionnel. Comme je l'ai évoqué précédemment, il s'agit quand même d'un petit peu de création monétaire, ce qui ne fait pas nécessairement plaisir à la personne qui a la main sur la création monétaire, à savoir les États intermédiés par la Banque Centrale Européenne. Très bien. Franck Paoli, Connect Pro. On va te donner le micro, Franck. Non, mais juste une question avec le micro. Juste une question, Mathieu. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'ICO réalisés en France cette année, par exemple? Cette année, non. On n'a pas d'idée ou il y en a zéro réalisé? Non, il y en a pas zéro. Il y en a, sur cette année, il y en a zéro. Mais en tout, il y en a eu 4 ou 5. Bonjour. Il y a eu, en 2018, il y a eu 15 ICO qui ont levé 150 millions d'euros en France. En 2019, donc depuis la régulation, qui est la loi Pacte qui est tombée en avril, et le fameux visa AMF qui est arrivé en juin, il y a 0 ICO. Voilà, 0 ICO en France. Il y en a beaucoup à Singapour et en Asie, mais absolument pas en France. Je comprends que le fait de mettre un cadre
a freiné un certain nombre de dossiers parce qu'ils n'avaient pas de cadre auparavant. Et ces 15 ICO, pardon Mathieu, je prends le relais, mais elles se sont bien passées? Alors, les 15 ICO qui ont été faites en 2018, elles étaient hors cadre réglementaire, donc il y a eu un petit peu de tout et n'importe quoi de fait. Elles ont toutes abouti à des résultats, 150 millions d'euros au total, c'est plutôt bien. Pour répondre à la question de la réglementation, donc nous-mêmes on est en train de préparer un dossier de visa pour notre propre ICO et notre plateforme. Aujourd'hui, l'AMF est elle-même bloquée sur un des chapitres, mais d'ailleurs on va y venir sûrement, c'est sur la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Donc il y a une dizaine de chapitres à répondre pour obtenir le visa de l'AMF, pour pouvoir faire une ICO en France. Et il y a un chapitre sur lequel aujourd'hui bloque l'AMF, c'est la partie lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Alors oui, je suis Christophe Gauthier, donc je suis le fondateur d'une plateforme d'ICO. C'est une société française, société marseillaise. Donc c'est French ICO. Voilà. Donc on connaît très très bien le sujet. Merci. Merci Christophe. D'autres questions sur le sujet? Avant qu'on ne parle effectivement de sécurité. Et encore une fois, la référence au blockchain, à la chaîne de blocs, nous amène à parler, Adrien Morandoni, de cybersécurité. Alors, c'est un sujet évidemment qui est prégnant chez toutes nos entreprises, qu'elles soient start-up ou pas. Peut-être un mot sur les grands indicateurs de la cybersécurité aujourd'hui. Les assureurs y viennent. C'est un nouveau risque. Je voudrais que vous nous disiez comment vous le percevez, comment vous l'appréhendez, comment vous le couvrez. Puis je voudrais ensuite que vous nous disiez combien ça peut coûter à l'entrepreneur. Allez. Alors déjà, merci de me recevoir ici pour vous parler Avec de plaisir. ce sujet. Et bon, plusieurs questions en une. Oui. La première, c'est de savoir quelle est la maturité de mon système informatique et quelle sécurité j'ai pu mettre en place. Aujourd'hui, on constate que le système informatique n'est pas isolé. Il est ouvert, interconnecté. Il y a beaucoup de phénomènes d'hébergement externalisés et beaucoup d'intervenants dans l'architecture du système. Donc, ce qui fait qu'il existe beaucoup de portes d'entrée et on le voit, on le constate par les remontées de sinistres ou même dans l'actualité. Et encore récemment avec le cas d'Airbus où les pirates ont réussi à rentrer par le biais d'un système qui est censé être sécurisé, qui s'appelle le VPN, pour pouvoir remonter chez Airbus et se servir de ces prestataires-là pour pouvoir atteindre leur cible. Donc des données confidentielles d'Airbus et des schémas de nouveaux prototypes d'avions. C'était dans la presse il y a 10 jours, ça, Airbus a subi 3 ou 4 attaques dans un week-end? Exactement. Donc si vous voulez, ça c'est pour répondre à votre première question, l'interconnexion des systèmes entre eux fait que les pirates peuvent naviguer. À partir du moment où vous, start-upers ou PME ou ETI, vous travaillez avec des grands comptes ou des comptes qui font partie d'un système sensible, vous êtes potentiellement, vous aussi, cible pour pouvoir atteindre ces systèmes-là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur l'aspect des assurances, évidemment, le marché se cherche encore, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de recul historique encore et statistique pour pouvoir tarifier correctement. Donc, pour l'instant, il y a des primes qui sont relativement basses, parce qu'il faut absolument que les entreprises s'équipent face à ce type de phénomène. Et ça va me permettre de faire le lien avec votre troisième question, qui est celle de quel est l'impact pour l'entrepreneur. Alors il y en a plusieurs. D'abord sur son entreprise. Son entreprise, évidemment, il va y avoir deux choses. Il va subir un dommage, puisque ces systèmes vont être totalement ou partiellement indisponibles. Donc ce qui signifie que plus de mails, plus de facturation, plus de visibilité sur l'activité de son entreprise, ce qui crée un sentiment d'anxiété, mais aussi de perte de confiance de la part des acteurs avec lesquels on collabore. Vous avez des exemples de PME de notre territoire qui ont subi ce type d'attaque? Alors évidemment, je ne peux pas dire de nom. Bien sûr. Hein, mais je vais vous prendre deux exemples qui sont diamétralement opposés. Un grand groupe qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et une PME qui fait à peu près 5-6 millions. Pour le premier cas, le pirate a réussi à s'introduire et à se maintenir dans le système pendant à peu près 2 mois. Et le préjudice subi, donc ça a été une injection de ransomware, donc ce virus qui bloque le système et qui vous demande le paiement d'une rançon en bitcoin, pour le coup,
contre la libération des données et du système. Eh bien, pour eux, à l'instant, le préjudice n'est pas encore consolidé, mais c'est de l'ordre de 800 000 €. Donc ça fait une partie des résultats qui vont être affectés à l'absorption de ce préjudice-là. Donc là, on parle d'une interruption d'activité d'une dizaine de jours. Pour la PME, ça a été encore plus critique puisque c'est leur ERP qui a été entièrement crypté, donc avec toutes les données qui étaient stockées là-dessus. Et on parle de 3 semaines d'interruption d'activité. Donc pour vous la faire assez courte, ils ont eu très chaud puisque ils n'avaient pas véritablement les reins suffisamment solides pour pouvoir absorber tout seul ce préjudice-là. Et heureusement, ils étaient assurés. Alors justement, on assure comment et quoi? On assure. Alors il existe 3 volets dans une police cyber. Donc le dernier qui est l'assistance, je vous en parlerai après vous avoir présenté les 2 premiers. Un volet dommage qui va prendre en charge vos pertes d'exploitation, les frais supplémentaires d'exploitation, les frais de surfacturation téléphonique puisqu'on peut aussi pirater votre téléphonie. L'extorsion, donc on peut voir pour prendre en charge la rançon, pas tous les assureurs le proposent, mais il y en a qui proposent de le prendre en charge. Et le volet RC. Donc, le volet RC, ça va être tout ce qui, comme pour le cas d'Airbus et ses prestataires, une atteinte à la cybersécurité de tiers, les frais de défense, les frais de notification dans le cadre du RGPD, les frais de condamnation par les sanctions administratives prononcées par la CNIL, et là encore, comme pour les ransomware, ça dépendra des assureurs. Et puis surtout, ce qui intéresse les groupes ou bien les entreprises moins dimensionnées dans ce type de police, c'est évidemment l'assistance, puisque les ressources en sécurité des systèmes d'information sont assez chères. Ce sont des personnes qui sont très spécialisées, très diplômées et qui demandent des salaires assez conséquents. Donc pas tout le monde peut s'offrir ce genre de service. Donc l'assistance permet aux assurés de bénéficier d'une gestion de crise, d'une force de riposte et d'être conseillés par des avocats, par des experts en informatique, par des experts en communication pour pouvoir faire en sorte de limiter leurs préjudices et leur impact. Merci Adrien. Une question peut-être au fond qui sont là, Franck, Pierre ou peut-être d'autres. J'ai vu Stéphane Sibonsini, mais je ne le vois plus. Est-ce que la couverture du cyber-risque dans votre investissement devient un indicateur? Est-ce que vous regardez si ce type de risque est couvert dans l'entreprise dans laquelle vous allez investir? Franck? Est-ce que ça devient prégnant dans votre analyse? C'est clair que ça en fait partie. Ceci étant dit, GSA nous accompagne notamment dans l'approche des risques lorsqu'on investit. Et donc, c'est un domaine qu'on va de plus en plus prendre en compte, c'est clair. Oui, bien sûr, surtout qu'on a beaucoup d'entreprises dont le core business est une technologie à base de soft. Au-delà de tout ce qu'il peut y avoir sur la partie équipement hardware, évidemment, toute la techno et tout le core business dépendent de ça. Donc, pour nous, c'est fondamental de protéger effectivement ces entrées de données. Beaucoup plus que des données de clients. Sur les startups, il n'y en a pas tant que ça. Les portefeuilles clients sont pas encore assez importants. Donc, on voit bien une nature de risque qui émerge dans la capacité à analyser un investissement de la part de nos fonds. Adrien ? Alors, je voudrais rebondir justement sur ce que vous venez de dire. Étant donné que les levées de fonds sont généralement font l'objet de publicité, on s'en vante, on met en avant que notre projet a gagné la confiance d'investisseurs, on est encore plus susceptible d'être victime de fraude ou bien de cyberattaques, puisqu'on sait le montant dont vous avez bénéficié sur les levées de fonds, on sait quels sont les investisseurs qui vous suivent derrière. Aujourd'hui, le risque cyber, c'est surtout un risque qui est lié à l'appropriation de l'information, puisque en France, nous sommes obligés de publier les comptes, et comme pour n'importe quel directeur financier ou bien investisseur, la première chose que va faire un pirate en se levant le matin, c'est de regarder quelles sont les entreprises qui vont être les plus rentables et celles qui ont les capacités de paiement, comme pour les banquiers. Donc, si vous voulez, le risque cyber, il ne concerne pas forcément que les grands groupes.
Il concerne de la création d'entreprise au groupe du CAC 40. Merci. Une question, oui Franck. Tu vas venir au pupitre, hein, c'est mieux. Juste, tu avais demandé si on regardait le risque cyber dans nos participations au moment d'investir. Je rebondis sur ce que vient de dire Adrien à l'instant. Ça ne concerne pas les grands groupes et ça nous a concerné, nous, Connect Pro, une toute petite structure, il y a 2 ans de ça, où heureusement qu'on était très proche de notre banquier, parce qu'il y a un virement de 300 000 € qui allait partir sur l'Inde, signé par la main de mon associé, du moins cyber signé, et avec un mail qui est parti de l'adresse d'un collaborateur vers la banque, signé de mon associé. Tout ça a été bidon, bien évidemment. Le retour de la banque sur notre mail passait automatiquement dans nos corbeilles, si bien qu'on ne revoyait pas les retours de la banque qui nous en demandaient confirmation. Et bon, heureusement tout ça a été bouclé, mais non, ça ne concerne pas que les grosses structures, je témoigne. Évidemment, j'ai même envie de dire, sans être cynique, que les grosses structures ont les moyens d'absorber ce type de risque et pas la PME, évidemment. Peut-être sur le même sujet, Maître Mathieu Pointu, dans le cadre de vos activités, de vos expertises, je rappelle que vous êtes spécialisé en corporate chez Akeos, vous voyez ce type de risque aujourd'hui couvert? Est-ce que vous en tenez compte aussi dans les dossiers que vous montez? Dans les due deals, évidemment. Dans les due deals, c'est aujourd'hui diligence? Ça fait partie des éléments qu'on est censé regarder. Hein, la couverture assurance au sens large et l'identification de l'ensemble des risques qui peuvent toucher l'entreprise. Si on fait un test en live, comme tout à l'heure, est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici qui ont couvert le risque? Donc, je comprends que c'est l'insight, non. Oui, aussi, vous cochez les cases, hein. Vous avez tout fait, hein, c'est très bien. Vous avez fait le BSPCE et vous êtes assuré sur le cyber-risque. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. C'est un sujet, je voudrais que les start-upers qui nous écoutent viennent vous voir tout à l'heure, messieurs, parce que c'est un sujet évidemment de plus en plus prégnant. Un mot de conclusion, Mathieu Pointu, sur à la fois ce qui a été dit, et ensuite c'est Adrien qui nous donnera un mot de conclusion sur ce qui a été dit, et puis sur votre vision de l'évolution de l'ICO, d'après vous, un marché français ou un marché régional qui sera mature ou en tout cas accessible quand? Quand les gens commenceront à s'y mettre, hein, tout Merci, simplement. c'est une très bonne analyse. Non, mais au-delà de ça, beaucoup de freins sont levés. Est-ce que la baseline était est-ce que c'est une avancée? La réponse est évidemment oui. Ça permet de diversifier ses sources de financement. Ça permet d'aborder le financement par un autre prisme, en se disant je ne vends pas qu'une histoire capitalistique. Je peux vendre, je peux préfinancer, je peux faire plein de choses. L'écosystème, notamment à Marseille et dans tout PACA, se structure réellement. Donc on commence à pouvoir identifier un certain nombre d'interlocuteurs qu'on peut dire de confiance pour pouvoir lancer ou en tout cas commencer à étudier ce type de projet de levée de fonds en crypto. Il faut juste se lancer. Il faut juste se lancer. French ICO, Christophe, vous avez une plateforme locale d'ICO, une entreprise marseillaise en tout cas. Donc vous servez finalement aux autres à monter des dossiers d'ICO. Votre analyse aujourd'hui, vous sentez arriver des dossiers? Quelle est, pour conclure sur ce sujet? Alors aujourd'hui, déjà en France, l'AMF a dû recevoir 5 dossiers d'ICO. Donc on n'est pas encore en retard, les visas ne sont pas encore tombés. L'instruction AMF est tombée en juin. Nous sommes en octobre. On va se donner jusqu'à fin décembre pour pouvoir avoir les premiers visas en France. Si à partir de décembre, effectivement, il n'y a aucun visa de délivré, on va falloir trouver d'autres alternatives pour passer à côté de la case visa AMF, parce que sinon, on ne verra jamais d'ICO malheureusement en France. Et pourtant, c'est très intéressant. Nous concernant, on a effectivement quelques demandes, on a une dizaine de demandes, une dizaine de porteurs de projets qui souhaitent lancer une ICO. Dans un premier temps, ils souhaitaient lancer leur ICO avec visa. Comme le visa est un petit peu compliqué à obtenir, du coup, on a une autre alternative. Il faut savoir que le visa est obligatoire uniquement pour plus de 150 souscripteurs, 150 investisseurs. En dessous de 150 investisseurs, on peut faire une ICO sans visa.
Alors du coup, ce que nous on propose, c'est de faire des petites ICO plutôt que de faire des ICO complètement dingues de 20 millions d'euros en amorçage, ce qui est complètement fou. On propose de faire une petite ICO de 500 000, 200 000, enfin en fonction du besoin, et ensuite de faire des NCO, c'est-à-dire des New Coin Offerings, c'est-à-dire qu'on émet des nouveaux jetons en fonction d'une nouvelle levée. Donc on fait un deuxième tour exactement. Donc on émet des nouveaux jetons au deuxième tour, au troisième tour, etc. Donc ça a un intérêt, c'est que les investisseurs ont un peu plus confiance que de mettre des tickets sur 20 millions d'euros avec des projets qui potentiellement peut-être n'arriveront jamais au bout. Ça permet de le faire en plusieurs étapes. Donc ça permet d'éviter le visa, ça permet de rassurer les investisseurs et donc ça permet d'avancer dans le cadre des ICO. Voilà, donc on a de l'espoir. Très bien, merci Christophe. Donc on apprend qu'on peut faire aussi de l'ICO qui devient de la NCO en deuxième tour. Adrien, quelques mots de conclusion sur votre vision du marché. Comment se développent finalement les couvertures? Est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité? Est-ce que les chefs d'entreprise ont conscience qu'il faut être correctement accompagné sur ces sujets? Alors je vais prendre la question à l'envers. Est-ce que les chefs d'entreprise ont conscience, en tout cas ils sont informés, est-ce qu'ils vont mener des études assurantielles ou bien souscrire? Les processus sont très longs, il faut le dire. Comment le marché est en train d'évoluer entre les acteurs économiques, les grands groupes demandent de plus en plus, les grands groupes ou les ETI demandent de plus en plus à leurs partenaires et sous-traitants de s'assurer, justement pour, en cas de transmission de virus ou d'atteinte à leur cybersécurité. Ça c'est un deuxième point. Et sur le marché assurantiel, il y a comment dire un grand débat qui s'est ouvert depuis quelques années et qui s'accélère depuis quelques mois, c'est la couverture des silencieuses du risque cyber. En clair, vos contrats actuels pouvaient éventuellement couvrir une cyberattaque, que ce soit en responsabilité civile ou en dommage. À partir de janvier 2020, ça ne sera plus le cas, puisque le Lloyds et les autorités administratives prudentielles ont enjoint les compagnies d'assurance de limiter la pénétration du risque cyber sur leur police traditionnelle, afin de circonscrire les indemnisations sur une police, qui est la police cyber. Donc vous nous dites que dans 3 mois, il faudra que j'ai une police adaptée, pardon, je ne trouve pas le mot, dédiée à ce type de risque, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt dilué dans la RC. Exactement. Donc dans 3 mois, il y a une échéance là. Exactement. Non, une échéance, il y aura un temps d'adaptation évidemment, mais au cours de l'année 2020, ce sera un élément qui aura totalement changé. Voilà une info qui est importante pour nos entrepreneurs. Et y a-t-il des questions sur ce qui vient d'être dit par M. Moranzoni ou pas? Sinon, nous continuons quasiment dans les temps, notre matinée. Merci messieurs d'être intervenus. Merci. On peut vous applaudir. Merci. Évidemment.